Bienvenue au cœur des merveilleux malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Les merveilleux malheurs, c'est un long entretien sous la forme d'une mini-série au cours duquel une femme ou un homme partage un moment charnière de sa vie intime, un moment qui l'a brisé autant qu'il l'a construit, un moment de résilience aussi. Pour cette première saison, Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Je vous laisse découvrir ce premier épisode, intitulé « Entre fascination et peur ». Bonjour à tous, merci Bonjour. Eva de te joindre à nous pour cette première. Moi je suis Max. Et moi, c'est Mariella. Merci, Eva. Je suis ravie d'être avec vous. Bon, super. L'idée c'est qu'on parle un peu de ton histoire d'amour, que tu nous la partages. On est en train de prendre l'apéro, on fait ça entre amis. Et du coup, je te lance. Partage-nous le point de départ. Qui tu es, comment les choses ont démarré. C'est toi qui démarres, par où tu veux. Alors, moi, je suis Eva, j'ai 44 ans. Je suis entrepreneur, mère célibataire d'une petite fille qui va avoir bientôt 5 ans. Et le point de départ commence en 2004. 2004, je travaille dans une société de services et je rencontre au travail quelqu'un qui est dans mon équipe. Quelqu'un qui est pas encore tout à fait mon manager, mais qui va vite le devenir. Et, Quel âge il a ? Il a 4 ans de plus que moi. D'accord. Et il était un collègue. C'est un collègue, oui. Ok. C'est un collègue. Et j'arrive à une époque où il y a une nouvelle équipe qui se structure et je décide de rentrer dans cette équipe. Voilà, parce que le sujet me plaisait. Cette personne-là, je l'avais déjà repérée, mais j'avais repéré que c'était quelqu'un de... Comment dire pas quelqu'un d'arrogant, mais ce genre de personnage qui capte très vite, qui est déjà un vrai leader en fait, et je suis assez fascinée par cette personne-là, et en même temps je la trouve insupportable. D'accord, donc il a un côté un peu admiration et en même temps intrigue. Ouais, voilà, il y a un côté admiration, intrigue, et en même temps, j'ai dit, mais c'est qui ce mec ? Je pense qu'il était autant admiré qu'il pouvait être détesté de certaines personnes. Ouais. Comme on peut détester des gens qui avancent vite et qui sont en train de construire un territoire. On était à cette époque-là, là où on travaillait, les équipes étaient en train de se structurer et chacun devait délimiter son territoire. Donc on était un peu comme une petite entreprise dans l'entreprise, et donc il fallait marquer son territoire. Et donc j'étais assez impressionnée de la manière dont il marquait son territoire. Et donc toi, avec lui, il était comment ? Vous parliez ou il était plutôt distant ? Alors, C'était quelqu'un... en fait, on s'est retrouvés sur le même projet. Donc lui était directeur de mission d'une mission, et moi à l'époque j'étais toute junior, et je travaillais avec lui dans son équipe. Et puis ça a commencé par des interactions un peu sur le ton de l'humour. Je savais pas trop s'il était en train de me draguer, pas me draguer. Moi j'étais en couple à l'époque. D'accord. J'étais en couple depuis 6-7 ans, quelque chose comme ça. Un premier amour, quelqu'un que j'avais rencontré à la fac. Mais ça commençait à battre un peu de l'aile. En gros, je pense que j'attendais que ça aille un petit peu plus loin, puis ça allait pas vraiment plus loin, donc je me posais pas mal de questions. Et donc oui, ça a commencé par des interactions un peu sur le ton de l'humour, sur l'émission, sur des tas de trucs. On avait créé un espèce de langage de communication au travers de blagues. Et c'était une époque où on travaillait énormément et on avait besoin de pas mal décompresser, donc il y avait aussi une très bonne ambiance dans l'équipe. On allait souvent boire des verres le soir après le taf. Et donc ce jeu s'alimente jusqu'à ce qu'un jour on se retrouve à un séminaire d'équipe. Et pendant ce séminaire d'équipe, on continue à filer l'histoire. C'est l'histoire de petites grenouilles. Enfin, je vous passe les détails. Mais c'est un peu en mode drague ou c'est en mode blagounette sympa ? En fait, c'était des blagounettes sympas, mais j'avais du mal à décrypter si c'était de la drague ou pas de la drague. Et puis, moi, j'étais pas non plus habituée à
je suis pas quelqu'un à l'époque, j'étais pas quelqu'un qu'on draguait beaucoup. Moi, j'étais dans mon couple. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de discussion? Et on s'est retrouvés à ce séminaire ensemble. Et à un moment, je pense qu'on était tous un peu bourrés parce qu'on picolait un peu après les séances de travail. Et on finit par boire un verre ensemble. Je sais pas, il devait être minuit, 1h du matin, après une longue journée de travail. On discute, et puis là, inévitablement, on se rapproche. Et moi, j'étais avec quelqu'un à l'époque, donc pour moi, c'était pas possible de tromper mon copain, même si à l'époque, ça battait un peu de l'aile. Et puis le truc se fait, on s'embrasse, on dort ensemble. Il se passe rien de plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et moi, je me souviens m'être dit à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, on n'a qu'une vie, profite de l'instant présent. De toute façon, on est en séminaire, c'est un peu un moment à part, c'est pas grave, il aura vite oublié le lendemain. Un peu comme si tu avais fait une bêtise, tu vois, mais bon, on dort ensemble, c'est très agréable. Et je me souviens qu'il est passé par la fenêtre de ma chambre, j'étais au rez-de-chaussée pour pas que les collègues voient. Parce que j'avais un collègue qui était un très bon pote qui faisait son footing à 6h du matin, et je dis, il faut que tu sortes avant 6h du mat, parce que sinon, lui, il va passer faire son footing, on va se faire griller direct. Donc ça se passe comme ça. Le séminaire se termine, il me ramène chez moi, et là, se passe un week-end. Vous ne vous voyez pas? On ne se voit pas. Et évidemment, pendant le week-end, je cogite. En plus, je vais déjeuner le dimanche chez mes beaux-parents, comme je le faisais souvent à l'époque. Donc moi, j'étais en mode culpabilité ultime. Même pas de petits messages. Même pas. Alors ça, c'était en 2004. D'accord. Donc en 2004, on avait les SMS. Ah, c'est clair. Il faut remettre ça dans le contexte de la technologie de l'époque. Donc on avait des iPhones, peut-être les premières ou deuxième versions. À mon avis, les premières versions. En 2004, c'est même pas ça, puisque c'est 2006. Donc on avait, je sais pas, nos les télé. HTC, voilà, exactement. les claviers. On s'envoyait des ténèbres. Blackberry. Ouais. Donc même pas de petits messages. Je cogite un peu pendant le week-end. Et le lundi, on se retrouve au bureau et il me propose de déjeuner. Et ce moment-là, il est assez marquant parce que c'est le moment où j'ai senti que finalement l'emprise démarrait. Parce que tout ce que je vais vous raconter, en fait, c'est une relation d'emprise. Ok. Donc moi, j'avais cette espèce de fascination pour lui. Et en même temps, je me suis dit, non, je vais pas dire que c'est mal, mais voilà, j'étais pas complètement dans le truc, j'étais très hésitante, une forme de culpabilité. On va déjeuner ensemble, je me souviens, c'était place de la Madeleine, et avant même que je commence quoi que ce soit, parce qu'évidemment il savait que j'avais cogité, tu vois. Normal. Et il me dit, de toute façon, toi et moi, on sait très bien qu'on va finir ensemble. C'est énorme. Et là, le game était plié. Et je sais même plus ce que j'ai répondu à ce moment-là. Donc on a fini le déjeuner et là a commencé une relation, on a commencé à se voir. Et il faut savoir aussi que lui était avec quelqu'un à l'époque. D'accord. Il était avec quelqu'un et il se trouve que cette personne-là travaillait au même endroit que nous. Oh. Donc ça ajoute à la culpabilité que je ressentais à ce moment-là, parce que j'étais pas hyper à l'aise avec la situation. Et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble? Ça faisait, je pense que ça faisait 5-6 ans, peut-être même un peu plus. 5-6 ans? Ouais. Ok. Mais c'était le couple du bureau. Pas vraiment officiel, mais tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Et tu étais copine avec elle ou pas bof? Du tout. Non, pas du tout. Bon, ça aide. Oui, mais ça aide, mais en fait pas tant que ça, parce que tu te sens pas forcément à l'aise dans ce genre de situation-là. C'est clair. Et donc ça a commencé comme ça. Je me suis retrouvée du jour au lendemain la maîtresse de mon manager, en gros. Et moi, je culpabilisais tellement que je me suis dit non, je peux pas continuer avec mon mec. Et comme ça battait un peu de l'aile, assez vite, je vais pas dire que j'ai expédié le truc, mais j'ai mis fin.
J'ai mis fin, j'ai fait on va s'arrêter là. En plus, on venait de s'acheter un appart et tout. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps. On est resté 1 an dans cet appartement. J'ai mis un parenthèse, pardon. Ouais, Pourquoi ça va te délai avec ton ancien copain? En fait, mon ancien copain, on s'est connus à la fac. On est restés ensemble 7 ans. Il y a un moment où on a eu une petite rupture parce que on s'est connus donc, pendant nos études. Et puis à un moment, la dernière année de nos études, on est chacun parti à l'étranger dans un pays. Moi, je suis partie aux États-Unis. Lui est parti au Mexique. On s'est retrouvés un peu éloignés. Et puis lui, comme on était un peu le premier amour l'un de l'autre, à un moment, tu te dis, bon, c'est le premier. Est-ce que j'imagine toute une vie avec la seule et même personne que j'ai connue au départ? Tu vois, forcément, tu te poses des questions. Moi, je m'étais posé aussi ces questions-là, mais je m'étais dit, bon, c'est comme ça, je l'aime à la folie, et puis on peut vivre aussi comme ça. Tu vois, moi, j'étais pas le genre de fille à me dire, je vais expérimenter tous les hommes possibles. Oui. J'étais très sage. Mais ça me gênait énormément, cette situation, vis-à-vis de lui. Donc assez rapidement, lui déjà était assez hésitant. Moi, je voulais qu'on se marie, il n'était pas très à l'aise avec ça. Il avait hésité un peu, et donc du coup ça a été un peu une excuse pour dire en fait on va s'arrêter là. Il avait un côté un peu avoidant, il voulait pas s'engager. Il voulait pas s'engager, oui. D'accord. Voilà. Ouais. Est-ce que tu trouvais un parallèle entre les deux personnages, disons? Ou pas vraiment? Sur l'engagement, on peut dire que oui. D'accord. J'ai compris a posteriori pourquoi, parce que je pense que même si j'ai pas eu une expérience de relation, j'ai pas eu énormément de relations dans ma vie, parce qu'en fait je suis restée avec cette personne pendant 7 ans, et celle dont je viens de vous parler, on est restés 17 ans ensemble. Dans les 17 ans, je compte les 5 ans où on était ensemble, mais pas complètement, vu qu'il était avec quelqu'un d'autre. Ah, ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans. D'accord. Ça a duré 5 ans, et en fait tu vois pas le temps passer. C'est clair. Donc tu as eu une position de maîtresse pendant 5 ans, dans lequel toi t'avais personne d'autre à côté? Non. Et je m'interdisais de voir quelqu'un à côté. Mais lui, tout t'interdisais toi-même, ou lui, il montrait des jalousies? Non, il m'a jamais interdit quoi que ce soit. D'accord. Il m'a jamais interdit quoi que ce soit. Je pense que c'est plus dans mon système de valeurs, j'étais pas à l'aise avec ça. D'accord. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu interrompre la première, parce que j'étais trop mal à l'aise par rapport à ça. Et puis, dans les 5 ans qui se sont passés, en fait, tu es tout le temps en train d'attendre quelque chose. Donc, tu projettes finalement une vie que tu aimerais avoir. C'était extrêmement passionnel. Oui. Moi, j'étais fascinée par cet homme. J'étais très intriguée, voire peut-être même étonnée qu'il s'intéresse à moi. Je me trouvais pas intéressante pour ce genre de personnage. Donc je pense que j'ai été aussi quelque part flattée dans mon ego qu'il puisse s'intéresser à moi. Et ensuite, les 5 ans sont passés assez vite, c'est-à-dire que tu te dis, ok, ça dure 1 mois, mais en fait là, il me dit qu'il va quitter sa copine. Et puis là, il y a les vacances qui arrivent, donc en fait tu te dis, ok, je vais attendre, on va peut-être partir en vacances ensemble. Et puis à chaque fois, chaque échéance passe, et puis tu accumules les échéances, et en réalité, tu te retrouves et tu te dis, ça fait déjà 5 ans. Donc tu te rends plus compte de ce truc-là. Il te partageait ce qu'il vivait de son côté à lui? Alors pas du tout. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis le début, une partie d'ombre. Il y a toujours eu des choses qu'il me disait et des choses qu'il ne me disait pas. Et ça fait partie du personnage. Ça me faisait mal. Et en même temps, j'avais pas forcément envie de tout savoir. Mais c'est vrai que j'étais dans une relation où lui choisissait ce qu'il avait envie de me dire. Et puis toi, tu te donnes entièrement, t'es disponible, tu donnes tout l'amour que tu as, et à côté de ça, en fait, lui ouvrait ce qu'il avait envie d'ouvrir. Et donc, toi, de ton côté, tu n'as jamais eu des moments d'anxiété dans lesquels tu te dis, j'en ai marre, prends ton choix, c'est soit moi, soit elle? Tout le temps. Tout le temps? Et tu l'exprimais, c'est là? Et je l'exprimais aussi, mais... Mais tu disais que tu avais vraiment de la chance d'être avec cet homme.
Alors, il y a cette part-là, et puis ce genre de personnes arrive toujours à trouver les mots qui font que ça va te réconforter. En fait, tu te retrouves dans une situation où tu es à la fois la victime de cette situation, et la seule personne à qui tu as envie d'en parler, et la seule personne qui va réussir à te rassurer, c'est elle. Oui. Donc c'est une cage. C'est une cage. Bah, c'est clair. C'est exactement ça, c'est une cage. Qu'est-ce qui fait la bascule au bout de 5 ans qui fasse qu'au final, d'un coup, il se sépare de cette personne ? Parce que du coup, ça fait 6-7 ans qu'il est avec elle depuis quand vous vous rencontrez. 5 ans plus tard, ça fait genre plus de 10 ans. J'imagine qu'elle, de son côté, elle voulait se marier, peut-être avoir des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au final... Je pense que ce qui a fait basculer, c'est qu'elle a fini par le quitter. D'accord. Parce que je pense qu'elle aussi a vécu une situation compliquée. Parce que, à côté de tout ça, dans la part d'ombre, c'est quelqu'un qui aime énormément séduire et qui, en réalité, à côté de moi, à côté d'elle, avait aussi d'autres relations. Pas forcément des relations très soutenues ou très suivies, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de voir ailleurs tout le temps. Et l'emprise, c'est très bizarre. Quand je le regarde maintenant avec du recul, tout était construit pour que ça se passe comme ça. Et même moi, quand je me suis mise avec lui, je pense que j'étais complètement consciente du fait qu'un jour, j'allais être cette femme qui allait souffrir. C'est-à-dire que j'allais être exactement dans la situation de sa copine à l'époque. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si ce besoin c'était en fait un besoin de se flatter son ego ou c'était simplement que tu as dit sexuel ou je sais pas? Alors, il y avait un côté très passionnel et très sexuel dans la relation qui faisait que moi, je découvrais aussi quelque chose de complètement nouveau que j'avais jamais connu dans ma relation d'avant, qui était, je dirais, un peu au-delà aussi de l'éducation que j'avais eue. Moi, je viens d'une famille et d'une éducation, je vais pas dire stricte, mais assez conservatrice. Et donc il y avait une forme de curiosité et d'exploration d'un truc qui m'avait été inaccessible jusqu'à présent. Et donc du coup, t'as cette espèce de fascination, ce truc te tient. D'adrénaline. Une espèce d'adrénaline. Oui. Et c'était vraiment passionnel, c'est-à-dire que c'était une passion différente de celle que j'avais eue avant. Celle que j'avais eue avant, c'était vraiment cette passion de ton âme sœur, de ta moitié, dont tu veux jamais être séparé, pour laquelle tu vas toujours craindre qu'il arrive quelque chose à l'autre, etc. On avait besoin d'être collés tout le temps. Là, c'est différent. Il y avait une espèce à la fois une distance et à la fois une fusion à certains moments qui faisait que c'était excitant, quoi. Mais toi, d'après toi, qu'est-ce qui faisait que lui, il ne pouvait pas être avec une seule personne, qu'il devait chercher un peu ailleurs, qu'il ne devait plus voir plusieurs personnes? Alors, je pense que dans son mécanisme à lui, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui a besoin de se rassurer, de sentir qu'il plaît, et il plaît parce que il est plutôt beau gosse, il a cette forme de charisme en lui, mais c'est aussi quelqu'un qui va chercher des petites choses fragiles comme moi à l'époque, parce que je pense que j'étais une petite chose fragile à l'époque, et des femmes qu'il va pouvoir façonner. Donc quand il allait voir ailleurs, il allait voir des filles qui étaient fragiles, qui étaient sensibles, à qui il allait apprendre des choses. Et je pense que c'est le début de la domination, en fait, parce qu'en fait c'est une relation de domination. Donc tu vas trouver quelqu'un que tu vas pouvoir quelque part mettre dans une forme d'apprentissage et guider. Et c'est vrai que ce guide finalement était aussi intéressant pour moi, parce que moi je découvrais des choses que je n'avais pas forcément imaginées au départ. Mais du coup ça crée cette forme de domination. Mais la différence que je ressentais, c'est qu'avec moi il avait envie de rester avec moi. Et pourquoi ? Avec le recul, tu arrives à mettre le point ? Alors, à cette époque-là, parce que j'étais encore la petite chose fragile, et je m'étais dit, bon, ça va durer un temps, et puis au bout d'un moment, il va en avoir marre.
mais on a construit tous les deux une forme de binôme. Et le binôme, il s'est créé dans le perso, mais il s'est créé aussi dans le pro. C'est-à-dire que tout était imbriqué, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble. On savait exactement comment l'un et l'autre allaient réagir. Je pense qu'à un moment, on a senti que tous les deux, on pouvait faire beaucoup plus à deux que ce qu'on pouvait faire chacun tout seul. D'accord. Même si moi, je pense que j'étais toujours dans une position où j'étais un peu dans sa roue, de par cette fascination, du fait que c'était aussi mon manager, donc il m'a appris aussi énormément de choses dans le boulot. Il m'a appris énormément de choses dans ma vie perso, dans ma sexualité, énormément. Je pense qu'il m'a révélé sous un aspect que j'imaginais pas forcément. Et moi, je pense que je lui ai apporté une vie sociale qu'il n'avait pas forcément avant. On s'est construit vraiment un cercle d'amis énorme à cette époque-là. On est beaucoup sortis, on a fait un peu notre vie à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis quasiment jamais sortie jusqu'à l'âge de 25 ans. Quand je l'ai rencontré, j'avais 24-25 ans. Lui aussi, il faisait des petits dîners un peu conventionnels chez lui, enfin au-delà je veux dire, de ses escapades, de ses sorties de route, on va dire, mais on a construit une vie d'adolescent, en fait, ensemble, qu'on n'avait pas forcément connue avant. Et je pense que ça nous a vachement soudés. Et le côté pro nous a aussi beaucoup soudés, parce qu'on avait ce sentiment, en fait, qu'on pouvait tout éclater ensemble. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des projets plus gros que nous, et que ça allait fonctionner. Le binôme, de ce côté-là, marchait très bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que la relation aussi a tenu très longtemps. Et ensuite, alors après, il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé après tout ça, mais je pense que moi, j'ai aussi développé une forme de résilience et d'acceptation de ce qui se passait, qui faisait que il revenait dans un univers où il avait le contrôle. Il avait le contrôle, mais il était aussi accepté. C'est-à-dire que j'aurais pu l'envoyer paître 10 000 fois. Mais à chaque fois, je l'ai laissé revenir, j'ai essayé de comprendre, et finalement, ça devient un cocon un peu sécurisant et tranquille, parce que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu reviens à la maison, tu vas peut-être te faire engueuler 1 ou 2 fois, mais après, en fait, tu te fais pas jeter. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Et donc, trouver une personne qui accepte ce genre de personnage et qui va vivre avec ça aussi longtemps, je pense qu'il l'a jamais réellement connu, parce que même dans sa vie d'avant, même s'il est resté, je sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, peut-être 5-7 ans, ce qui fait que ça a cassé, c'est qu'elle en a eu marre et qu'elle l'a foutu dehors. Est-ce que l'image du vampire, pour toi, elle est bonne? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre pour lui aspirer une forme d'énergie Alors on m'a dit un jour qu'effectivement je vivais avec un vampire énergétique, mais on me l'a dit il y a pas très longtemps, et je l'avais pas perçu comme ça au départ. Je pense qu'au départ, je l'ai pas ressenti comme un vampire, parce que je pense que j'aurais fui assez vite. Je l'ai plutôt perçu comme quelqu'un qui allait m'élever, qui allait me pousser, qui allait me faire voir les choses beaucoup plus loin que ce que j'avais l'habitude de voir et de faire. Et ça a été un vrai moteur. Et après, progressivement, j'ai compris que je me faisais vider de mon énergie. Mais du coup, la manière dont j'ai évolué par rapport à ça, je suis passée de la fascination à la découverte de choses qui m'ont réellement cassé les pattes. Donc je pense que je suis arrivée à... J'ai vécu des moments d'incompréhension totale, en fait. Et ensuite, une phase plutôt de protection. Et dans cette phase de protection, en fait, tu finis par presque plus ressentir ce qu'on est en train de te faire subir. Et c'est que maintenant, tu vois, après quasiment 17-18 ans, que j'ai compris ce que j'avais enduré et les souffrances que j'avais vécues. Parce qu'en fait, tu peux subir des violences psychologiques, tu te fais pas frapper, mais en fait, c'est la même chose. Et pour s'en sortir, c'est à peu près aussi difficile, je pense, que de sortir d'une relation d'une femme battue. Même si les choses ont... Enfin, je vais pas comparer... Je vais pas tout comparer de la même manière. Je me suis pas fait
violenter physiquement, mais en réalité, ça te détruit, en fait. Ça te détruit. Et systématiquement, j'étais à la fois donc, la victime de ça, mais je l'ai toujours défendu. C'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à le blâmer pour ça, à le dévaloriser, et je l'ai toujours protégé vis-à-vis des autres, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rencontrés au boulot, il y avait cette histoire avec sa copine d'avant, donc évidemment, on était discrets, même si on s'est fait clairement griller. C'est quand même pas très compliqué. Pendant 10 ans... Vous vous êtes fait griller, par elle ou par des collègues? Alors, on s'est fait griller par elle, et pas parce qu'elle nous a vus, c'est parce qu'en fait, tu le sens. Parce que moi, j'ai vécu après. Donc, je pense que c'est hormonal. Tu le vois. C'est animal, en fait. Tu sens très bien ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe. Tu le sens. Tu le sens. Je pense que ça... Enfin, ouais. C'est animus, quoi. C'est animus. C'est vraiment animus. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc... Si je refais un peu la chronologie des choses et comment ça m'a... comment j'ai évolué là-dedans et... Est-ce que tu veux pas revenir sur... au bout des 5 ans, Au bout des 5 ans, il vient. Il quitte sa copine. Donc au bout des 5 ans, il quitte sa copine. Donc, au bout et des du 5 coup, ans, vous vous mettez en couple. On se met en couple. Donc moi, j'habitais pas très loin de chez lui. En plus, c'est un pur hasard. J'habitais à 200 mètres de chez lui. Et il se sépare. Il quitte son appartement. Je crois qu'elle avait jeté toutes ses affaires par-dessus la fenêtre. Le côté drôle du truc. Et il vient s'installer chez moi. Et moi, j'habitais un tout petit appartement, même pas 40 mètres carrés, 40-45 mètres carrés, dans le 18e. Il vient chez moi, c'était fin 2010. Et là, à ce moment-là, je lui dis, mais tu sais, en réalité, tu ne me dois rien. C'est pas parce que je t'ai attendu pendant 5 ans et que ça n'était pas très marrant. Maintenant, t'es plus avec ta copine, on est ensemble, enfin en tout cas tu viens chez moi. Si on s'installe ensemble, voilà, moi j'ai des projets de vie, j'ai envie d'avoir des enfants un jour, et je savais que c'était le genre de personnage qui n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants. Sa copine à l'époque disait aussi qu'elle n'en voulait pas, je pense qu'en réalité elle en voulait, mais voilà, c'était... Donc je lui dis, écoute, tu ne me dois rien, c'est pas parce qu'il s'est passé tout ça que tu es obligé de te mettre avec moi. Si maintenant c'est un sujet pour demain, écoute, c'est pas grave, on aura vécu 5 ans. C'est très empathique. Voilà. Oui, mais moi je suis extrêmement empathique. En fait, à chaque fois j'essaie de me mettre à la place de l'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai découvert mon empathie, je pense, à ce moment-là, mais c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit, voilà, tu ne me dois rien. Je ne t'en veux pas pour ça, je n'exige pas que maintenant on soit ensemble et qu'il se passe ça et ça. Si tu restes, c'est que tu en as vraiment envie et que cette fois-ci, on va vraiment construire notre vie à deux. Est-ce que c'est ça que tu attendais qu'il entende ou c'est ça vraiment que tu voulais? Parce que tu voulais vraiment une relation en même temps. Ouais, moi je voulais cette relation à ce moment-là. Est-ce que tu l'as dit donner ce discours parce que c'était vraiment ce que tu ressentais ou c'est parce que tu voulais lui donner son choix? En fait, pour moi, il y a un truc qui a toujours été ultra important dans mes relations, c'est l'authenticité. Donc voilà, je lui ai dit les choses comme je les ressentais à ce moment-là. Et en fait, je lui ai dit avec l'envie de le déculpabiliser. C'est-à-dire, je lui disais, voilà, tu ne te mets pas avec moi parce que tu culpabilises de ce que tu m'as fait vivre avant. Bon, je l'ai vécu, j'ai accepté ma situation, j'aurais pu sortir 10 000 fois du truc, j'ai choisi d'y rester. En gros, je me sentais aussi responsable de ma part des choses. C'est-à-dire que, après tout, j'ai fait le choix de rester pendant ces 5 ans sa maîtresse. J'aurais très bien pu aller voir ailleurs, j'aurais très bien pu dire stop, et je ne l'ai pas fait. Maintenant, je lui ai dit, voilà, on met carte sur table, c'est nouveau mon schéma. choix, c'est pas le tien. Voilà, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble ? Et là, effectivement, j'ai entendu tout ce que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais oui... j'ai rêvé l'autre nuit de notre premier enfant, projette comme ça, j'ai eu droit à tout, quoi. J'étais, tiens. Et là, tu te dis, en fait, j'ai réussi à le faire twister. Moi, je suis différente et je l'ai fait changer et il a vraiment envie de construire avec moi. Et je pense qu'il y avait... Alors, ce qui est valorisant aussi. Ce qui est valorisant. Et peut-être qu'à l'époque, parce que comme je ne jette jamais la pierre sur les gens, il y avait peut-être une forme d'authenticité dans son discours à cette époque-là. Je ne saurais jamais complètement, en fait. Mais j'aime me dire que si, sûrement, parce qu'on peut pas... Tu peux pas vivre 18 ans avec quelqu'un uniquement en lui mentant, et c'est que t'as quand même envie de quelque chose, tu vois. Donc, et je me suis un peu accrochée à ça.
C'était le premier épisode des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi, et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide. Par ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. À la semaine prochaine.